Et on est de retour ici à la Maison de l'Autisme pour cette deuxième table ronde consacrée à la guidance parentale. On va aller regarder des expériences sur le terrain. On continue un peu notre tour de France pour regarder des mises en œuvre de cette pratique de guidance parentale. On ira même faire un petit tour en Suisse tout à l'heure avec notre intervenante. Et je suis ravi d'accueillir le professeur Amari Bagdadli, pédopsychiatre, responsable du Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Merci d'être avec nous. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de pouvoir ouvrir cette nouvelle séquence sur les conditions de réussite de l'implémentation de la guidance des parents. Donc vous l'aurez compris après avoir entendu tous nos intervenants du début d'après-midi, la question n'est plus de savoir s'il faut mettre ou non en place de la guidance parentale, puisque la réponse consensuelle est oui, il faut absolument mettre en place de la guidance des parents dans le parcours d'accompagnement d'un enfant ou d'un adolescent qui est concerné par des troubles du neurodéveloppement. Et pour le justifier, ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est le niveau de preuve suffisant pour affirmer l'intérêt, l'utilité de ces interventions, mais c'est aussi le niveau de consensus dans notre société, consensus interprofessionnel, et puis aussi consensus en lien avec les attentes et l'expression des besoins des parents. Alors il nous a été dit tout à l'heure également que la guidance parentale, comme les troubles du neurodéveloppement, c'est un spectre, mais c'est un spectre absolument essentiel pour pouvoir répondre aux besoins et aux attentes diverses de parents qui ont des enfants, qui ont des difficultés, des particularités de fonctionnement qui sont différentes et qui évoluent dans des environnements sociaux, scolaires, familiaux différents. Donc la guidance est une nécessité, elle n'est pas juste un complément, elle fait partie intégrante de la prise en charge et de l'accompagnement de tous les enfants qui sont concernés par un trouble du neurodéveloppement avec leur entourage familial et pas seulement les parents. Alors, la question à laquelle nous allons nous attacher à répondre, c'est celle qui concerne les conditions finalement de réussite, d'implémentation de la guidance parentale. Tout à l'heure, le professeur Mario Speranza a commencé à nous donner quelques éléments de réponse qui concernent notamment la prise en compte des organisations, et on peut facilement imaginer que ces organisations vont dépendre des contextes institutionnels, mais aussi des contextes sociétaux. Alors cet après-midi, lors de cette séquence, je vais lancer un quiz dans quelques minutes, et juste après, nous aurons une séquence avec 3 interventions, l'une qui concerne la guidance en groupe, guidance en groupe qui permet de faciliter les interactions entre pairs, des pairs qui sont des parents, la solidarité entre parents, l'apprentissage entre parents, ce point a été évoqué tout à l'heure par Sylvie Choqueron, la guidance en individuel, parce que certains parents ont besoin, lors de leur parcours de formation, d'apprentissage, d'accompagnement, d'un parcours beaucoup plus individualisé que ne le permet la situation en groupe. Et puis il y a aussi la guidance à distance, la guidance utilisant la visio, la téléconsultation, les télésoins. Il y a des terminologies qui sont très différentes qui sont employées, et ça n'est pas seulement nécessaire pour éviter les inégalités dans l'accès territorial, avec des familles, par exemple, qui pourraient être éloignées des centres qui proposent de la guidance, mais c'est aussi, il faut avoir conscience que les familles sont exposées à des niveaux de stress extrêmement importants. Certaines vivent des situations qu'on peut comparer à du burn-out, et le simple fait de se déplacer, de s'organiser pour faire garder un ou plusieurs enfants concernés par des troubles du développement et aller participer à des groupes de guidance peut être une contrainte qui limite la participation des familles. Donc la guidance en visio, à condition qu'elle respecte les principes qui ont été évoqués tout à l'heure, est une piste qui est très intéressante. Et puis à la fin de cette séquence, nous aurons le plaisir, je dirais même l'honneur, d'écouter le professeur Nadia Chaban, qui est professeur de pédopsychiatrie au Centre hospitalier universitaire de Lausanne. Et ce qui est intéressant dans son intervention, c'est qu'elle va nous permettre d'avoir des points de comparaison entre 2 pays dont les cultures, certes, sont très proches, mais dont les organisations des parcours de soins, les organisations du système de santé, l'accès aux soins
ne sont pas exactement superposables. Et donc, nous pourrons peut-être discuter éventuellement d'obstacles structurels à l'accès à la guidance parentale, ou bien de différences qui sont liées aux différences donc, dans les organisations de soins, dans les systèmes de soins. Voilà, donc on va lancer peut-être sans attendre le quiz, en une sorte de mise en bouche, de mise en jambe. Je cherche les qualificatifs qui vont nous permettre d'avoir le quiz. Selon vous, quelle serait l'action institutionnelle prioritaire pour booster la guidance parentale? Vous avez 4 possibilités de réponse. 1. Acheter les manuels. 2. Former 10 personnes en même temps. 3. Sanctuariser du temps et de la supervision des indicateurs de la coordination. 4. Faire un communiqué sur la guidance parentale. 1, 2, 3 ou 4. Vous votez maintenant sur l'action institutionnelle prioritaire, selon vous, pour booster la guidance parentale. Alors, on a une réponse qui semble s'imposer. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici à la Maison de l'Autisme. Est-ce qu'il faut acheter les manuels? Sûrement. Former 10 personnes en même temps, pourquoi pas? Sanctuariser du temps, supervision, plus indicateurs, plus coordination? Ou est-ce qu'il faut faire un communiqué sur la guidance parentale? Alors, on voit que le consensus prend en compte les points qui ont été évoqués tout à l'heure par Mario Speranza, c'est-à-dire de bien prendre en compte les nécessités de coordination, d'organisation, mais aussi de formation, parce que la supervision, on parle bien de la supervision des professionnels qui implémentent et qui mettent en œuvre la guidance parentale. Donc, on va dire la meilleure réponse possible, eh bien, la 3. Toutefois, former plusieurs professionnels en même temps dans un établissement, c'est aussi une condition de réussite, de diffusion de la pratique liée à la guidance parentale. Alors, on va donner les chiffres pour ceux qui nous regardent, qui sont à distance et qui ne voient pas ce que nous voyons ici. 76% de nos participants ont répondu la réponse numéro 3 et 14% sur la réponse numéro 4 pour le communiqué et 10% sur les formations de 10 personnes en même temps. Voilà les réponses qui ont été envoyées. On a une deuxième question. Me semble-t-il. Hein? On y Me va. semble-t-il. On y va. La deuxième question est la suivante. Un programme considère-t-on, un programme est implémenté, on peut dire qu'il est implémenté quand il est proposé sur le site internet, quand on a formé 2 professionnels, c'est la réponse numéro 2. Réponse numéro 3, s'il est délivré régulièrement, mesuré, supervisé, maintenu malgré le turnover. Et 4, si ce programme de guidance existe dans un projet de service. Réponse 1, 2, 3 ou 4. Réponse 1, il est proposé sur le site internet, peut-être que ça suffit. 2 professionnels sont formés. 3, il est délivré régulièrement, mesuré, supervisé, maintenu, même s'il y a du turnover. Et la proposition numéro 4, il existe dans un projet de service. Alors là, on a plus d'unanimité que sur les questions précédentes. Vous êtes 93%. La meilleure réponse possible était également la réponse 3, puisque dans la pratique de la guidance parentale, il y a vraiment cette nécessité d'évaluer les impacts développementaux sur la qualité de vie des participants au programme et aussi d'évaluer la qualité de la formation de ceux qui effectuent le programme. Donc c'est bien la meilleure réponse possible et bien la 3. Et la 4 était intéressante. Il faut que ça soit mentionné dans un projet de service du point de vue de l'organisation. Mais on va dire que la meilleure réponse possible était bien la 3. Eh bien, merci beaucoup. Merci.